Et pour faire court, donc, nous sommes arrivés à LFP avec Arnaud il y a un peu plus de 12 mois. Et on a traversé une période inédite avec un triple tsunami qui allait certes de la crise sanitaire, mais également à l'arrêt des compétitions. On est le seul pays en France où les compétitions étaient arrêtées sur décision gouvernementale. Et malheureusement, la défaillance de notre principal partenaire, Mediapro, comme chacun le sait. Depuis ce moment, on essaie de trouver des solutions. Jean-Marc Micheler est venu effectivement vous faire état de la situation financière du football français. Schématiquement, au niveau macroéconomique, les grandes masses, c'est 1,8 milliard d'euros de pertes pour les clubs depuis 2019. Il y a eu sur la même période environ 700 millions d'euros d'augmentation de capital procédée par les clubs et environ 1,5 milliard d'euros d'apport en compte courant par les actionnaires qui jouent leur rôle, mais on voit que le compte n'y est pas. Donc parmi les pistes de travail effectivement sur lesquelles nous nous sommes mis ensemble avec nos équipes, il y a ce sujet de création d'une filiale commerciale. Alors c'est pas dans un monde idéal, si tout allait bien, on se serait pas mis dessus, mais on doit vivre avec une réalité. La réalité, c'est qu'on est dans un marché global du football européen, avec une concurrence européenne. Et déjà, à partir du moment où nos voisins ont tous regardé cette hypothèse, on ne pouvait pas se faire l'économie, nous aussi, de le mettre sur la table. On nous l'aurait reproché si on ne l'avait pas fait. Donc on avance, c'est une course d'obstacles, on essaie de faire ça dans l'ordre, en réglant les sujets les uns après les autres, et afin de prendre une décision prochainement, tous ensemble, dans l'intérêt général, la volonté globale, et de transformer les contraintes qui sont les nôtres en opportunités, et de permettre au football français, à travers cette crise majeure, de se renouveler, de se réformer, de préparer le futur dans les meilleures circonstances. Voilà. On va commencer sans plus tarder les questions. Et je vais donner la parole à Michel Savin, qui est donc le rapporteur de la PPL sur la démocratisation du sport. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur Général de votre présence parmi nous ce matin. Monsieur le Président, depuis votre arrivée à la présidence de la Ligue de football professionnel, d'abord, vous avez dû gérer, et ça a été rappelé par le Président, des événements qui ont quand même bousculé fortement la vie du football professionnel français. Mais dans le même temps, vous avez quand même engagé, et il faut le reconnaître, de nombreux projets de modernisation et d'évolution pour prendre en compte la situation du football français. Vous avez donc, ça a été rappelé, été confronté à la défaillance de Mediapro, qui a été un véritable choc, bien sûr, pour le football français, mais qui a aussi eu un impact très fort sur le plan financier, mais aussi au niveau professionnel, mais aussi sur le sport en général, avec, bien sûr, au travers de la taxe Buffet qui a été impactée par cette défaillance, parce que les budgets au niveau de l'État étaient calés sur des recettes qui, malheureusement, n'ont pas été atteintes. En réaction, depuis plusieurs mois, la Ligue de football professionnel travaille sur différentes mesures. Je pense que vous allez peut-être nous en reparler pour essayer de répondre aux enjeux économiques du football français. Vous préparez des réformes. On a entendu sur la diminution du nombre de clubs, sur le salary cap, qui est aussi un sujet important et qui ces réformes permettront peut-être aussi d'accompagner l'évolution du sport professionnel et notamment du foot en France. Mais vous travaillez aussi donc sur le projet de la mise en place d'une société commerciale visant à commercialiser donc les droits audiovisuels. Alors pour cela, le président l'a rappelé, une disposition législative doit être adoptée dans le texte de la PPL qui va être en discussion au Sénat. L'article 10 bis A de la proposition de loi visant à démocratiser le sport étant donc en émanation. Donc, si tout se passe bien, donc le texte devrait être définitivement adopté avant la fin de la session parlementaire fin février, après le passage au Sénat au mois de janvier. Ce dispositif a été adopté par un amendement de séance déposé par un député. Alors, nous pouvons déjà regretter qu'à ce stade, aucune étude d'impact n'ait été réalisée, que plusieurs points restent en suspens. Donc, c'est les questions, Monsieur le Président, que je souhaite aborder. Les premières questions. Concernant cette société commerciale,
L'article 10 bis prévoit dans son alinéa 4 que les statuts de la société devront définir les décisions qui ne pourront être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires. Quelles seront ces décisions ? Qu'est-ce qui justifie de donner un tel droit de veto à des actionnaires minoritaires possédant moins de 20% du capital ? Deuxième question, la Ligue souhaiterait conserver au moins 80% du capital et des droits de vote. Quel sera le profil du ou des actionnaires que vous souhaitez pouvoir accueillir? Quelle sera aussi leur nationalité? Parce qu'on entend beaucoup qu'il y a de grandes chances que ce soit des actionnaires étrangers. Donc là aussi, des questions peuvent se poser selon de quel pays peuvent arriver ces fonds. Troisième point, l'ouverture du capital à hauteur de 20% est-il vraiment nécessaire alors qu'un niveau moins élevé a été retenu dans d'autres pays comme l'Espagne qui est à 10%. Que penseriez-vous de retenir un niveau moins élevé autour de 10% par exemple? Quatrième point, quel contrôle la Ligue pourra-t-elle exercer sur le choix du ou des actionnaires afin de s'assurer qu'ils ne représenteront aucun risque pour la discipline? L'enjeu étant que les actionnaires n'aient pas de pouvoir de nuisance ou de modification sur l'organisation et autres du football professionnel. Et enfin, dernière question sur ce point-là, que pensez-vous de renforcer la place de la Fédération française de football, notamment en lui donnant un droit de veto tant pour les statuts de la société que pour le choix des actionnaires? Allez-y, monsieur le président. Monsieur Savin, je vous remercie. Ça fait beaucoup de questions d'un coup, de bon matin. Dans le désordre, renforcer le poids de la fédération dans notre organisation, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est comme ça va être très clair. On est dans une organisation qui est complexe, qui est lourde. On l'a dit, on est en délégation de service public, ministère, fédération, ligue. Le sport professionnel, le football professionnel français est un sport d'élite. On ne peut pas comparer une minorité de clubs qui font de l'entertainment avec le sport à l'école d'une façon générale. On a beaucoup de contraintes, on s'y tient. On a beaucoup de respect pour la fédération. On est archi contrôlé. Je pense que il faut faire preuve d'un peu plus de souplesse que de renforcer ce contrôle. Et je dis ça avec beaucoup d'amitié et de respect pour le président de la fédération française, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le projet de société commerciale, on ne peut pas le déconnecter des projets globaux de réforme qu'on met en place. Tout est lié. Le monde change, la société change, le sport change, le football change. Et nous, on doit, le football professionnel français, changer radicalement notre approche si on veut être en phase avec la société et l'évolution notamment des droits sportifs. Donc, quand on décide de réduire le nombre de clubs, déjà, c'est pour essayer à terme d'augmenter nos performances en Coupe d'Europe en ayant moins de matchs en semaine de championnat. Deuxièmement, c'est pour essayer d'avoir plus de matchs premium, de concentrer les talents dans un plus petit nombre d'équipes, puisque le marché audiovisuel a radicalement changé ces derniers temps. Et là où on était en situation de commercialiser assez facilement la dizaine de rencontres qui est celle de Ligue 1 jusqu'à aujourd'hui, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a en gros 2 ou 3 matchs qui font l'essentiel de la valeur. Et on a des études qui montrent qu'il y a un ratio de 1 à 30 entre la valeur d'un match top 10 et un match d'un choix 6 à 10. La troisième réforme qu'on met en place également pour changer notre modèle, c'est la sacralisation de la formation à la française. On a la meilleure formation mondiale, c'est reconnu. Et on souhaite passer le premier contrat professionnel des jeunes joueurs de 3 à 5 ans. Ces discussions qu'on mène maintenant depuis plusieurs mois avec le syndicat des joueurs qui évolue positivement. Et on veut bénéficier du talent de cette jeunesse pour qu'elle reste dans notre championnat, qu'elle grandisse avec nous, qu'elle progresse avec nous, plutôt que de partir dès leur plus jeune âge dans les pays étrangers. On a également un changement culturel qu'on veut mettre en place dans le football français. C'est une approche beaucoup plus internationale. On a fait l'erreur collectivement, tous autant qu'on est, moi le premier, en tant qu'administrateur de la LFP, de se centrer prioritairement depuis un certain nombre d'années sur nos revenus domestiques. On a mis des œillères et on s'est concentré sur ces revenus qui augmentaient de façon exponentielle sans se préoccuper d'aller capter les recettes internationales. Ça nous met un des handicaps forts par rapport à nos concurrents. Donc aujourd'hui, on a une vraie volonté de performer sur la scène européenne
à la fois pour capter les recettes qui sont versées par l'UEFA et qui sont très importantes, mais aussi pour permettre au football professionnel de clubs français, pour permettre à la France de rayonner à l'international. Moi, je considère que le sport en général et le football en particulier doit permettre à la France de briller sur tous les territoires européens. On est fiers quand Julien Alaphilippe gagne le championnat du monde, quand l'équipe de France de football gagne une compétition majeure. On doit être fiers aussi quand nos clubs performent à l'international. On apporte du beau au cœur des gens et des bonnes émotions. Donc on doit être performant sur la scène européenne. Et de cette performance sur la scène européenne, on va gagner en notoriété à l'international et mécaniquement, on sera en situation d'augmenter nos droits internationaux, qui est un terrain sur lequel qu'on a laissé totalement en jachère depuis une quinzaine d'années. Et donc ainsi créer un cercle vertueux qui serait l'augmentation des recettes sur la scène européenne, des droits internationaux qui nous permettraient de conserver nos meilleurs talents, d'en recruter d'autres, d'avoir un meilleur spectacle, donc d'avoir une meilleure audience et donc de relancer positivement le cycle des droits. Pourquoi je vous dis tout ça en préambule, et je réponds sans doute complètement à côté de vos questions, c'est que on part pas de zéro, malheureusement. On l'a rappelé, on a malheureusement, à cause de Mediapro, une perte de 50% de montant de droits télé domestiques par rapport à nos principaux voisins qui sont les concurrents qui sont l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Il n'y a d'ailleurs aucune raison objective pour que les droits télé domestiques du championnat français soient de 50% inférieurs à ceux de ses voisins. Il n'y en a aucune. On a des très grands talents mondiaux qui jouent en Ligue 1. On a des clubs qui performent bien cette année en Coupe d'Europe. Donc on voit bien qu'on doit s'accrocher pour trouver une solution. Et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de temps. On n'a pas de temps parce que à très court terme, à échéance 1 an et demi, 2 ans, on a l'impérieuse nécessité de recréer une compétition nationale ultra performante, attrayante, spectaculaire pour maximiser notre prochain appel d'offres domestique d'une part qui va arriver très vite en 2023. Et on a dans le même temps l'impérieuse nécessité également d'être surperformant sur la scène européenne sur la même période à court terme, puisqu'il y a une réforme de l'UEFA qui se mettra en place en 2024, et sans rentrer dans des détails trop techniques. On est 5e au classement européen. Les 5 premiers au classement européen pourront avoir 4 places qualificatives en Ligue des Champions, qui génèrent des recettes importantes pour les clubs et donc pour la compétition nationale par conséquence. Et si on sort de ce classement, je pense que le championnat de France, football professionnel français, on sera définitivement en 2e division européenne. Alors on a le meilleur football de sélection nationale, je pense que c'est difficile à contester, on a la meilleure formation, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas l'ambition d'avoir le meilleur football de club. Et en tout état de cause, si à court terme on n'est pas capable de rentrer un peu d'argent frais dans les caisses pour nous permettre de nous sauver, mais surtout de rebondir, le championnat de France, ça deviendra le championnat de Slovénie, avec tout le respect que j'ai pour nos camarades de Ljubljana, et c'est pas l'objet de notre mission avec Arnaud. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Cette saison, on va être sur un volant. Les auditions des NCG se terminent aujourd'hui, donc on n'a pas les chiffres actualisés, mais on les communiquera. On est sur un volant encore de 600 à 800 millions de pertes sur le football français. On va pas les demander à l'État, c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. Les actionnaires ont déjà fait beaucoup d'efforts, on pense qu'ils sont arrivés à une certaine limite, et donc finalement on n'a pas trop d'autres moyens à court terme que de lancer ce projet de société commerciale. Mais encore une fois, on ne veut pas le faire pour des mauvaises raisons. Il faut qu'on soit tous d'accord entre nous, c'est ce qu'on a dit au club. Il faut que tout le monde partage la philosophie. La philosophie, c'est quoi ? La philosophie, c'est à travers ce projet, avant tout, assurer la pérennité et la compétitivité du football français sur le moyen et long terme. Avant tout. Et dans un deuxième temps, certes, c'est à court terme permettre de sauver nos clubs, de sauver la filière et de participer à relancer également les finances de la fédération et d'aider le football amateur. Si on est d'accord sur cette philosophie, si on est d'accord sur le projet, ça fait sens de regarder. Mais ça fait sens à une condition, c'est qu'on ait une bonne valorisation. C'est-à-dire qu'on ne brade pas nos actifs, clairement. Donc, pour ça je vous dis, on est très très à l'aise sur ce sujet-là. On a lancé un process avec un certain nombre de conseils depuis maintenant plusieurs mois. On aura les premières offres indicatives la semaine prochaine, mais que les choses soient très claires.
si on n'a pas une valorisation qui prend en compte notre projet, qui ne comprend pas l'ambition de notre projet de long terme et la place du football français à l'international, on ne le fera pas. Voilà. Par contre, si on a une valorisation qu'on trouve juste, qui nous permettra de sauver notre système, de faire bénéficier de ces fonds également au monde amateur, et qui nous permettra donc de repartir sur des bonnes bases, oui, on se posera la question sérieusement d'avancer. Alors après, le profil des investisseurs, évidemment, le profil des investisseurs, et c'est pas un gros mot, c'est majoritairement des sociétés anglo-saxonnes. On a eu nos conseils, on a eu plus d'une 60aine d'appels entrants depuis le début de l'année, de sociétés intéressées. On en a sélectionné une moitié à peu près, celles qui avaient la capacité financière de participer au projet. Et sur la trentaine de sociétés qui sont candidates aujourd'hui, on a 80% de sociétés anglo-saxonnes, compagnons sur rue, qui font de nombreuses opérations d'acquisition en Europe occidentale et en France. Et on a un process très sérieux, très encadré, et bien évidemment, il n'est pas question de rééditer les erreurs qu'il nous est arrivé de faire, notamment dans le choix du partenaire audiovisuel que nous avions pris en 2018. Après, quel contrôle on a ? On a tous les contrôles. On a tous les contrôles. Ça reste une filiale de la LFP. Le texte de loi prévoit 20%. L'idée, c'est absolument pas de céder 20%. Par contre, on a besoin de dire qu'on cède potentiellement 20% pour maximiser la valorisation. J'insiste, si on n'a pas la valorisation que nous souhaitons avoir, on ne le fera pas. Donc, limiter le pourcentage disponible, ça n'aurait pas de sens, là aussi, puisque ça tuerait dans l'œuf toute ambition de valorisation importante. Par contre, on n'a pas la volonté de céder 20% tout de suite. On est plus sur une dizaine de pourcents pour voir un peu... déjà, ça nous permet de tester le marché pour voir quelle valeur on peut mettre sur la table auprès de nos clubs. Après, en termes de contrôle et de gouvernance, on aurait donc au moins 85 ou 90% des droits. On prendrait bien évidemment en compte les volontés du partenaire, mais on n'est pas encore rentré dans ces détails-là. Mais quand vous êtes actionnaire, 10-15% d'une société, c'est pas vous qui contrôlez. On a des gens quand même qui sont sérieux, qui sont responsables. Et l'idée, encore une fois, c'est un projet global, c'est un projet commun pour le foot français, mais pour le sport français dans son ensemble, où on adhère tous à la philosophie, où on le fait, où il y a une des parties prenantes qui le sent pas, puis on le fera pas parce qu'on va pas passer en force. On pense qu'il faut le faire, on pense que c'est important, mais voilà. Je sais pas si je vous ai répondu correctement, mais je peux pas trop rentrer dans les... Vas-y, on rentre dans les détails. Juste pour essayer de compléter ce qu'a dit Vincent. Il l'a dit, et c'est un point important qu'on souhaite porter dans un amendement qu'on vous a déjà communiqué, c'est sur la place de la fédération. Aujourd'hui, dans le texte tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, il n'est pas prévu que la fédération puisse bénéficier de l'apport que serait susceptible de faire un investisseur potentiel. Donc nous, on souhaite... et ça, c'est une manière de répondre de façon détournée à votre question. On souhaite évidemment impliquer la fédération pour aider la fédération qui rencontre des difficultés financières liées aussi à la crise de Mediapro. Donc ça fait partie de notre volonté d'associer le mouvement fédéral, parce que c'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas faire sans l'aval de la fédération, et ça on en est parfaitement conscient, puisque vous l'avez rappelé, les statuts de la filiale commerciale devront être validés par arrêté ministériel sur avis de la fédération. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire complètement n'importe quoi. De même que pour créer cette filiale, il faudra qu'on modifie les statuts de la Ligue pour confier les missions d'exploitation commerciale au sein de cette filiale. Et donc les modifications statutaires de la Ligue, vous le savez, sont elles aussi validées par la fédération puis par le ministère des Sports. Donc ça fait un double contrôle finalement. On parle d'un double contrôle par rapport à la création de cette filiale. Donc l'idée selon laquelle la Ligue pourrait agir librement sur ces questions-là, on en est assez loin, et c'est une manière
de répondre positivement à votre question. Le contrôle, il existe déjà dans la modification des statuts de la Ligue, et en plus, on a souhaité que dans le texte tel qu'il a été proposé, la fédération ait un regard sur les statuts de la filiale ainsi créée. Donc on a, Vincent l'a rappelé, des relations extrêmement étroites avec la Fédération française de football, et ce projet, elle le suit depuis l'origine. Jean-Jacques Lozach, qui est rapporteur des crédits budgétaires du sport. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, je ne reviens pas sur le sujet de la société commerciale qui, en fait, constitue la grande originalité de la future PPL. D'ailleurs, on voit très bien que c'est ça qui intéresse la presse. Et cette société commerciale concerne prioritairement le football, peut-être un des moindres le rugby, mais ça concerne essentiellement le football. Quant au passage de 3 ans à 5 ans du premier contrat professionnel, je crois que... Parce que l'objectif, c'est de garder quand même dans nos clubs français le plus longtemps possible les pépites de notre football. Je crois que vous nous aurez à vos côtés, si je peux dire. Bien sûr, il s'agit de mettre en place une possibilité et non pas une obligation, mais maintenant, c'est un sujet qui est devenu consensuel, je dirais, dans la famille du football. Bon. Un constat quand même, c'est que la France est championne du monde de football, championne du monde des nations, mais ça ne règle pas tous les problèmes, et notamment les problèmes des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, en ce qui concerne en particulier les réserves de trésorerie, les fonds de roulement. Tout à l'heure, les chiffres de la DNCG ont été rappelés, c'est tout à fait révélateur. On a un système économique qui est pas viable en soi, puisque effectivement, par-delà la pandémie. Si on met de côté la pandémie, chaque année, à la fin de la saison, le déficit des clubs, c'est 500, 600, 700 millions d'euros. Ce qui fait qu'ensuite, les actionnaires remettent au pot, et puis on compte sur quoi ? Bien, sur le marché des joueurs pour combler les déficits, c'est-à-dire le trading, le transfert. Alors nous, notre souhait, je dirais, c'est d'avoir un football qui soit le plus durable possible, le plus solide, le plus pérenne possible. Et je crois que le législateur devrait avoir son mot à dire justement dans le respect de ces équilibres entre le foot spectacle, le foot professionnel, le foot amateur. Mais on a quand même le sentiment, c'est pas nouveau, depuis des années et des années, on a le sentiment que, vu de l'extérieur, on assiste quand même à une sorte de fuite en avant, si je peux me permettre l'expression. C'est-à-dire que les acteurs du foot agissent comme si on allait avoir du toujours plus, quoi. Toujours plus de matchs, toujours plus de compétitions. D'ailleurs, il y a quelques années, il y avait une seule compétition européenne pour les clubs. Maintenant, il y en a 3. Bon. Donc, toujours plus de compétitions, toujours plus de recettes, de droits télé, de marketing, de merchandising, etc. Donc, on a l'impression qu'il y a cette fuite en avant. Donc, la question, je dirais, très généraliste que je vous pose, c'est est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il faut aller quand même vers davantage de régulation, quoi, davantage de maîtrise, voire davantage de réglementation, et si oui, lesquelles ? Bon. Deuxièmement, je crois qu'on est très attachés, nous, ici, au club formateur. Club formateur, dont je voudrais savoir, même si on sait déjà que les clubs formateurs perçoivent une partie des transferts, à terme, des joueurs qui ont été formés justement dans leur centre de formation ou dans la catégorie jeune du club concerné. Est-ce qu'à la Ligue, il y a une réflexion qui est lancée pour aider davantage les clubs formateurs ? Une troisième question, c'est sûr, parce que ça fait vraiment partie de vos prérogatives, c'est la répartition des droits télé. Est-ce que là aussi, vous réfléchissez à un système, je dirais, un peu plus solidaire, parce que c'est vrai qu'on prend très souvent comme référence la Ligue anglaise, et dans la Ligue anglaise, on s'aperçoit que le rapport entre le plus bénéficiaire et le moins bénéficiaire est de 1,4. En France, il est de 2,9. Donc, est-ce qu'effectivement, on va s'acheminer vers un système de répartition qui soit plus égalitaire, plus solidaire ? Et puis, j'ai envie de dire, parce que la gestion du foot, elle est à minima européenne, l'UEFA, la FIFA, etc. Est-ce que vous êtes prêt, en quelque sorte, à prendre la tête de ce combat pour la limitation du nombre de contrats professionnels dans les clubs ?
parce que ça participe à cette inflation salariale, à l'augmentation des dépenses de fonctionnement. On voit les chiffres. Un club de Ligue 1, aujourd'hui, il utilise en moyenne 16 joueurs. Bon, alors pourquoi 25, 30, 35, 40, 45 contrats professionnels dans un certain nombre de clubs? Surtout qu'au-delà, je crois, du 26e joueur, il ne joue que 0,1% du temps de l'ensemble du championnat. Donc ça veut dire de très bons joueurs qui restent sur le banc pendant toute la saison. Et puis bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer ce qui marque l'actualité, j'arrête, c'est la violence dans les stades. Parce que là, on est en train de franchir un nouveau seuil. Pour la première fois, on voit des spectateurs descendre sur la pelouse frapper des joueurs. On n'avait jamais vu ça. Et je dirais que même les autres sports ne sont peut-être pas à l'abri de ce genre de débordement. Dans le match de hand ou de volley ou de basket, on peut pourquoi pas assister à ce genre de débordement. Donc la question, c'est est-ce que la boîte à outils juridique est suffisante à vos yeux pour lutter contre la violence dans les stades? Je sais que des clubs souhaitent par exemple que les fichiers des interdits de stade transmis par les préfets comportent des photographies afin de les rendre exploitables. Qu'en pensez-vous? Les clubs souhaiteraient pouvoir expérimenter l'utilisation de scanners corporels à l'entrée des enceintes sportives, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures, alors techniques ou administratives, pour essayer de régler au plus vite ce fléau? Merci. Alors je vais commencer, puis Vincent complétera si ça vous va, sur les 3 points que vous avez évoqués, pour rebondir sur ce que disait le sénateur Savin. On a beaucoup parlé de Mediapro, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce qu'on avait fait avec Vincent sur toute cette année, en parallèle de la crise que nous essayons de gérer. Un certain nombre de réformes ont été actées ou initiées à la Ligue pour essayer d'aller dans le sens de la régulation que vous évoquez. Vous parliez de calendrier et de charges de matchs. On a, vous l'avez vu, réduit le nombre de clubs en Ligue 1. Les clubs ont accepté de mener une réforme pour passer à 18 clubs en Ligue 1, de sorte que le calendrier soit plus équilibré. Et comment on montre l'exemple par rapport à ça? Vas-y, si tu veux. Et dans le même temps, on a supprimé la Coupe de la Ligue. Donc on est totalement en phase. Nous, un de nos thèmes, c'est de dire depuis notre arrivée, il y a trop de matchs, trop de joueurs, trop de clubs. Voilà. De façon, trop de compétition. Voilà, donc nous, sur ce point précis, on réduit plutôt le nombre de compétitions et de rencontres que l'inverse. Voilà. Sur la Ligue 2, la Ligue 2 a souhaité, au moment où le passage à 18 clubs a été voté le 3 juin dernier, a souhaité se laisser un peu de temps. Et demain, à notre Assemblée Générale, la question du format de la Ligue 2 sera également à l'ordre du jour, avec une réflexion qui est menée au niveau de la fédération également, pour que la pyramide des compétitions entre la Ligue 1, la Ligue 2 et le national présente un ensemble un peu plus cohérent qu'il ne le présentait jusqu'à maintenant, avec des critères aussi de régulation sur les clubs du national. Donc sur ces questions de régulation, on a aussi lancé des travaux qui vont aboutir sur la fin de l'année, au-delà du contrat de 5 ans, sur la protection de la formation avec la limitation des effectifs, sans prendre en compte les joueurs qui auraient été formés au club, pour supporter la formation comme vous le proposez. Et puis on travaille également en lien avec la DNCG sur la mise en place d'un salary cap. Donc on est parfaitement conscient du besoin de régulation que peut avoir notre activité, et parallèlement à son développement, on essaye évidemment de répondre à cette problématique-là. Oui, parce qu'en fait, concrètement, j'en ai pas fait état dans ma première réponse au sénateur Savin, mais en fait, tout ce que vous nous dites, on l'a déjà fait. Donc, le contrat de 5 ans, il est directement lié au squad limite, à la limitation des effectifs, qu'on est en train de faire valider par les dirigeants de club. L'idée, ça serait de plafonner nos effectifs à 24 joueurs pour éviter effectivement les aberrations qu'on a pu avoir dans certains clubs où on arrivait à 72 contrats professionnels. Les seules exceptions qu'on ferait justement à ces 24 joueurs, ce serait justement les jeunes talents, qui systématiquement, les jeunes qui auraient signé ce contrat, rentreraient plus rapidement dans les effectifs et sur le terrain. Donc ça, c'est fait. Dans le même temps, on travaille avec la DNCG et l'UEFA sur la mise en place d'un salary cap qui va prendre la forme d'un ratio maximal de masse salariale sur le chiffre d'affaires. C'est fait, c'est en cours. Donc tous ces points de régulation font partie de notre projet global et des groupes de travail qu'on a mis en place et qui se réunissent très régulièrement. Donc sur ces points, je pense qu'on est totalement alignés. Totalement alignés. D'ailleurs, c'est pour ça que sur le contrat de 5 ans,
on vous a proposé un amendement pour porter, vous l'avez rappelé, la durée à 5 ans sous réserve d'accord collectif. Et c'est pour ça qu'on prépare le travail avec l'UNFP en ce moment pour voir dans quelles conditions des contrats de 5 ans pourraient être proposés à des joueurs qui seraient, vraisemblablement, ce ne serait pas 5 ans en une fois, mais plutôt 3 ans, plus des prolongations en fonction de la participation du joueur à un certain nombre de matchs. Sur l'exemple anglais que vous prenez, il est juste pas adapté du tout à la situation, puisque... Non mais là je vais répondre, parce que ça je peux pas, je suis désolé. Le coefficient que vous mettez en avant de répartition entre le premier et le dernier du championnat d'Angleterre n'est en aucun cas adaptable à la situation française, pour une raison simple, les Anglais l'ont mis en place le jour où ils ont eu 3 milliards d'euros de revenus. Donc moi je ne demande que ça, je vais même aller plus loin. Si le jour où on a 3 milliards de revenus, je suis tout à fait d'accord pour que tout le monde ait la même chose. Parce que là, c'est des bons problèmes à gérer. Donc nous, on a essayé de le mettre en place en France, et on a scié la branche sur laquelle on était assis. On a une répartition, de notre point de vue, qui est très solidaire depuis une quinzaine d'années, beaucoup plus que ce que vous croyez, qui a eu pour conséquence de créer un certain nombre de clubs d'un bon niveau, d'un niveau correct, on va dire ça, mais on n'avait plus de très bons clubs. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'on va aller vers une répartition plus solidaire, au moment où on n'a jamais eu si peu d'argent ? La réponse, c'est non. Parce que autant, moi, je suis très favorable au ruissellement et à la solidarité quand tout va bien, dans le meilleur des mondes, et je suis prêt à aller très loin sur ces sujets-là quand on aura redressé la barre, autant à l'inverse, en période de crise, on n'a qu'une priorité aujourd'hui, c'est de sauver nos locomotives, coûte que coûte. Si on ne sauve pas nos locomotives aujourd'hui, on n'a plus de championnat. Si on n'a plus de championnat, on n'a plus de recettes. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est tout, c'est ça la réalité. Sur les questions de sécurité, pour finir de répondre peut-être sur les questions de sécurité, vous l'avez souligné, évidemment c'est quelque chose qui est très important au niveau de la Ligue, qui l'a toujours été, puisque les problématiques de sécurité dans le football, c'est quand même un sujet qui est récurrent, avec une gravité plus ou moins importante. C'est pas la première fois qu'il y a eu des intrusions sur le terrain ou des joueurs blessés, c'est extrêmement rare. Dès qu'on a vu comment la saison partait, nous avons écrit aux différents ministères de la Justice, de l'Intérieur et des Sports pour leur signifier qu'on avait besoin du gouvernement pour traiter cette question-là, que la Ligue seule ne peut pas régler le problème de sécurité dans les stades. On a été entendu puisque un cycle de réunions a été initié et on doit conclure ces travaux la semaine prochaine, le 16, par une réunion de nouveau avec Gérald Darmanin, Roxana Maracineanu et Éric Dupond-Moretti. Je propose, mes chers collègues, de regrouper les questions, parce que vous êtes nombreux à vouloir poser des questions, donc on va faire par série de 4, en commençant par Jean-Raymond Hugonet, David Assouline, Michel Laugier et Jérémy Bacchi. Merci, Président. Bonjour, Président, Monsieur le Directeur, bonjour. Merci pour ces propos, je ne vais pas dire rassurants, mais en tout cas, dans une période où le football français traverse un moment qui n'est pas simple, il est important d'entendre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le souci d'adaptation aux réalités du marché, qu'on ne peut pas nier, et le fait qu'il faille sauver des locomotives. Sinon, on peut s'occuper d'un championnat, mais il peut sombrer rapidement. Moi, j'ai juste quelques questions. À votre avis, que faudrait-il modifier dans le processus d'attribution des droits audiovisuels pour augmenter les garanties présentées par les candidats et éviter la défaillance du type de Mediapro? La durée des droits est aujourd'hui de 4 ans. Et je crois savoir que vous êtes plutôt favorable à un allongement de cette durée. Quels sont les avantages de l'allongement de cette durée? Et quelle est la durée moyenne, par exemple, en Europe, dans les grands championnats, Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne? Et puis la dernière question, puisque vous êtes sensible à l'adaptation, le contrat de 5 ans, on peut comprendre sa logique. Ne pensez-vous pas qu'il peut être assorti au niveau... C'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore, mais qui est premier dans le football français. Et on sait que c'est un boulet
que l'on traîne par rapport aux autres championnats, c'est sur la fiscalité qui s'exerce sur les joueurs. Alors c'est un sujet un peu tabou, mais est-ce que vous pensez que là-dessus, il y a, au moment justement où on examine un contrat, et quand même une contrainte de 5 ans sur une carrière d'un jeune joueur qui n'est pas forcément très longue, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un pendant fiscal à cette réforme? David Assouline. Bonjour, vous avez fait un exposé assez bref, liminaire, et par les questions, on voit progressivement des sujets émerger. Je suis frappé que vos propos ne soient pas surplombés par des appréciations d'ordre un peu plus général qui s'imposent à nous. Nous sommes des parlementaires, sur le sens que l'on donne aux choses. Ça n'a plus de sens que des joueurs aussi talentueux qu'ils soient puissent être payés autant, puisque vous parlez d'argent essentiellement. Ça détruit tous les repères que nous essayons de construire dans la société pour les jeunes. Premièrement. Deuxièmement, la violence qu'il y a dans les stades est aussi liée à cette perte de sens. Ce qu'on a voulu dire avec le sport, avec cette communion, avec tout ce que signifie le sport dans l'éducation de nos enfants. Et vous, toute la bonne volonté que vous avez, parce que vous aimez le foot, et je peux vous dire que je suis un passionné de foot, vous en arrivez à avoir cette stratégie que vous résumez par une phrase: il faut sauver nos locomotives, et on verra après. Pour le reste, si on les sauve, il y aura un entraînement. Ça me fait penser au ruissellement du président de la République, mais je vous dis, et je vous pose la question, y compris du point de vue de ceux qui regardent le foot et qui l'aiment. La valeur du championnat français par rapport à la valeur du championnat britannique, c'est que vous regardez n'importe quel match du championnat britannique, vous voyez du grand spectacle, quelque chose de tout à fait étonnant. Or, comme vous le dites dans le championnat français, quand ce ne sont pas les locomotives qui jouent, ça devient moyen, voire médiocre. Donc, le problème du rehaussement de la valeur même du spectacle du championnat français, c'est de faire que l'ensemble des clubs, qui sont déjà une élite, parce qu'il y a tout le football amateur derrière, puissent être emmenés vers le haut, pour le bien même des locomotives, parce que vous voyez bien aussi dans les résultats que quand le PSG joue toute l'année avec des équipes d'un certain niveau, les joueurs sont plus ou moins démotivés. Quand ils arrivent en Ligue des Champions, on ne peut pas dire qu'ils ont été préparés au match de très très haut niveau. Donc, je remets en cause le fait même que pour la qualité et la valeur, on puisse se baser sur le fait que la stratégie, c'est les locomotives. Laissez dire ça. Mais vous allez me laisser finir. Chers collègues, si vous pouvez terminer rapidement, parce qu'il y a pas mal de questions derrière. Bien sûr. Mais donc c'est une question et un désaccord, et les échanges peuvent avoir lieu. Sur la valeur des droits et sur les droits, j'ai commis un rapport sur le sport et en général la télévision. Vous voyez bien que la catastrophe Mediapro pouvait se prévoir. On a eu des fuites en avant. Il y a eu déjà avec Orange, qui avait complètement, avec des droits, bon voilà ce que ça a donné, Mediapro. Et quand la boussole est au plus offrant, au plus merveilleux, et qu'on ne voit pas ce qui peut consolider et faire en sorte qu'il y ait une pérennité et un sens aux choses, on aboutit à ce type de catastrophe, et il peut y en avoir d'autres demain.
Donc la société commerciale, pourquoi pas, mais réfléchir au fait que de toute façon, il y aura un problème demain par rapport à la culture football, qui est très populaire, que ce sport est maintenant payant pour ceux qui veulent le voir, et qu'on paye des joueurs des sommes gigantesques. Et ça, à un moment donné, ça ne peut plus durer, y compris dans beaucoup de pays qui nous entourent, en Espagne, etc. Ils commencent à parler du salaire des joueurs, et c'est peut-être pour ça que certains viennent en France. Dans l'élite, il y a le PSG qui a de l'argent quand même. Donc voyons comment on fait que tous les autres en aient aussi. Michel Lugier. Merci, Monsieur le Président. Dans la Brune, il n'y a pas que des bien soulignés qui aiment le football, d'autres aussi. Et lui, passionné de Paris Saint-Germain, moi, c'est plutôt l'Olympique de Marseille. Mais bon, comme ça précise les choses. Par rapport à la crise sanitaire à venir, parce qu'on a déjà vécu quelques crises, là, celle qui va arriver, est-ce qu'aujourd'hui, les clubs sont prêts matériellement? Et surtout, est-ce qu'ils sont prêts à une nouvelle diminution de recettes dans leur équilibre financier? Deuxièmement, on voit dans les grands clubs étrangers, le Bayern de Munich par exemple, ou le Barça, énormément d'anciens joueurs font partie des équipes dirigeantes. Et c'est moins le cas en France. Comment vous l'expliquez? Et dans cette commission, nous avons débattu longuement avec des propos vraiment de très haute qualité sur la loi sur le gel des matchs du 5 mai. Nous l'avons voté, mais nous avons regretté quand même que depuis le 5 mai 1992, les instances du football n'aient pas pris leurs responsabilités. Nous avons pris les nôtres. Alors j'aimerais un petit peu que vous nous expliquiez, même si vous êtes à la tête de la Ligue depuis peu, comment vous expliquez ce silence et cette inertie. Merci beaucoup. Et on reste sur Marseille avec le sénateur Bacchi. Merci, Monsieur le Président. Président Labrune, je ne reviendrai pas sur tous les enjeux, sur la future société commerciale. Ça a été très bien dit, mes collègues, notamment Michel Savin, a posé les questions, très bien. Je ne reviendrai pas non plus sur les enjeux économiques. Beaucoup de questions ont été posées. C'est l'avantage de passer en dernier dans le tour de parole. Mais je me concentrerai plutôt sur la violence que nous avons dans les stades depuis le début de la saison. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas des faits nouveaux. En revanche, je n'ai pas souvenir, en tout cas au cours des 20 dernières années, que nous ayons eu comme ça une multiplication de faits plutôt graves depuis le début de la saison sur un exercice, ou même pas sur un exercice, en réalité sur 3-4 mois de compétition. Très rapidement sur le sujet, et suite à la reprise, notamment dans la presse, du rapport de Rudy Buquet, l'arbitre qui a officié lors du match Olympique Lyonnais-Olympique de Marseille, du préfet de la direction départementale de sécurité, de nouvelles questions se posent. Et notamment vis-à-vis de la Ligue. Est-il vrai que la Ligue privilégie une reprise? J'ai vu les déclarations, y compris M. Labrune dans la presse, et vos déclarations là-dessus, alors même que d'une part, l'arbitre était très hésitant, visiblement, c'est dire qu'avant même le jet de bouteille à la 4e minute, Rudy Buquet avait déjà dû faire une annonce dès la 2e minute pour les jets de briquets et de bouteilles déjà. Ce qui, permettez-moi, tord un peu le coup de la thèse de l'acte isolé. Enfin, je ne reviens pas sur le détail et le déroulé du calendrier de cette soirée-là, mais les propos qui ont fait suite, et ces derniers jours notamment du président Aulas, je les cite parce que je ne les ai pas de mémoire, toujours dans le rapport Buquet, la compétition dépend de la LFP, s'adressant à Rudy Buquet. Vous, de la FFF, je fais malheureusement partie du comité exécutif de la fédération et ça ne va pas en rester là. Jean-Michel Aulas, toujours sur Twitter, hier en tout cas, indiquait qu'il cherchait à trouver une solution et donc pourquoi pas passer à 6 remplaçants dans un match, comme ça inciterait le joueur blessé à reprendre plus rapidement. Il ne vous appartient pas de commenter ces propos. Ceci étant dit, ces propos-là sont de nature à hystériser encore plus le débat, de mon point de vue, et créer les conditions que nous soyons, dans les semaines et les mois à venir, à nouveau confrontés à de pareils débordements. Ne pensez-vous pas non plus que la décision de la commission de discipline de la LFP, suite aux incidents entre le match OGC Nice Olympique de Marseille, n'a pas créé une sorte de jurisprudence
dangereuse pour la suite. Je dis ça parce que nous avions à ce moment-là un consensus assez général, à la fois de la classe politique, du monde sportif, des journalistes, enfin de tout le monde, pour dire de tels incidents doivent créer une jurisprudence de dire match perdu pour l'ensemble des clubs fauteurs de troubles. Voilà, c'est une interrogation que j'ai. Il faut que on regarde ça de manière plus précise, et je dis pas ça parce que cet après-midi il y a la commission de discipline qui se réunit sur les incidents du match OL-OM. Enfin, dernière question, j'ai vu en début d'année qu'il y avait à titre expérimental qu'il était envisagé, je crois que c'est à Toulouse si je ne me trompe pas, le retour des fumigènes dans les stades pour regarder si on ne pouvait pas imaginer de généraliser cela. Je voulais savoir un peu si vous aviez déjà j'allais dire à mi-chemin, une première analyse de ça, parce qu'on voit bien en réalité qu'il y a de plus en plus de tribunes qui ferment, qui ont des sursis pour utilisation de fumigènes. Ça participe, de mon point de vue, y compris au sport populaire que nous voulons, sans forcément qu'il y ait eu de débordement avec ces fumigènes-là. Et c'est regrettable de jouer dans des stades vides ou dans des tribunes vides, alors que pour le coup, nous pourrions être à la fois très durs s'il y avait des débordements liés aux fumigènes, et à la fois leur permettre le retour dans les stades, parce que c'est aussi ce qui permet l'attractivité de notre championnat, de nos stades, mais aussi ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux recettes éventuellement futures à récupérer dans le niveau. Je m'arrête là, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, Monsieur Rouget, si vous voulez répondre à ces questions. Merci. Sur la question de la violence, pour rappel, il y a une quinzaine d'années, il y a eu des morts autour des stades. Quand vous dites que vous n'avez pas le souvenir d'avoir vu des événements aussi graves, si, il y a eu des événements bien plus graves. Bien plus graves. Bien plus graves. Après, je vais vous dire ce que j'en pense, je l'ai dit, mais je vais vous le redire. Le stade de football, c'est le reflet de l'état de la société. Ni plus ni moins. Et la société française, post-crise sanitaire ou en pleine crise sanitaire, elle est malade, elle est inquiète, elle est angoissée, elle se divise. Et elle est un peu folle. Et donc, le football français n'est pas responsable de la folie des gens. Alors, est-ce qu'on peut prendre des mesures plus adaptées, plus fortes? Là, je vous entends. Est-ce que la commission de discipline a pris sur le match Nice Olympique de Marseille une décision de référence? J'en sais rien. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, paradoxalement, parce qu'on a un arsenal de sanctions qui est très limité. Mais en tout cas, on agit. Arnaud, je vais te laisser enchaîner. On agit, mais il ne faut pas se tromper. On a un arsenal de sanctions qui n'est que sportif, alors qu'on a des problèmes de violence individuelle. Donc on peut pas, la commission de discipline ne peut pas régler à elle toute seule, loin de là, les problèmes de sécurité dans les stades. Voilà, donc c'est le sens, et vos questions sont nombreuses sur ces questions-là, sur ces problématiques de sécurité. C'est le sens des travaux que l'on mène depuis de nombreuses années, puisqu'on l'a dit, les problèmes de sécurité ne sont pas nouveaux. Ils ont été à un niveau très très élevé en 2010, qui a été un point de départ d'un certain nombre de mesures législatives prises en matière d'interdiction de stade notamment, de création de la DLNH. Enfin, les relations entre la Ligue et le ministère de l'Intérieur ont été très étroites à ce moment-là, et ces problématiques sont prises en compte de façon très sérieuse au niveau de la Ligue. Et comme le disait Vincent, le pouvoir de la Ligue se limite à un pouvoir disciplinaire vis-à-vis de ses membres, et donc vis-à-vis des clubs et des seuls clubs. Donc on ne peut pas, nous, aller au-delà de ces sanctions, et on peut commenter les décisions de la commission de discipline à dessein. On peut trouver qu'elles sont trop fermes, trop laxistes. Nous, vous comprenez bien que nous avons un devoir de réserve absolu par rapport aux décisions de la commission de discipline, et encore plus absolu quand ce soir elle doit se réunir pour traiter justement de la question du match olympique de Lyon, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Donc du coup, ça nous oblige à ne pas pouvoir répondre par rapport aux questions que vous posez sur ce match précisément. Je vous renvoie au communiqué qu'on a fait le soir même sur les conditions d'arrêt de la rencontre. Tout à l'heure, j'évoquais les travaux que nous conduisons avec les trois ministères, Justice, Intérieur et Sport, et qui doivent conduire à une clarification très précise des conditions dans lesquelles la cellule de crise se réunira et prendra ses décisions, pour qu'il n'y ait plus de décisions longues comme ça a été le cas, et dans une confusion qui laisse à penser que
les uns et les autres n'ont pas pris leurs responsabilités. Il ne nous appartient pas ici de commenter les propos du préfet du Rhône, ni de Jean-Michel Aulas, ni de l'Olympique de Marseille, donc on s'en tiendra là. En revanche, et vous avez raison de le citer, ces incidents ont masqué un travail de longue haleine qui est mené depuis la création de l'instance nationale du supporterisme, auquel on participe activement pour mener un certain nombre d'expérimentations sur des sujets qui sont, on va dire, normalement politiquement incorrects. On pense aux tribunes debout sécurisées qui ont été remises en place de façon expérimentale dans un certain nombre de clubs pour répondre à une problématique des supporters. Et puis des tests de craquage de fumigène encadrés, comme vous faites référence. Ces expérimentations sont menées de façon extrêmement précise sur la base d'un cahier des charges qui a été établi au sein de l'INS et auquel les clubs doivent répondre quand ils veulent mener ces opérations-là avec leurs supporters. Il y en a eu une à Toulouse en début de saison, et le week-end dernier à Clermont, qui s'est très bien passé, où effectivement ça permet d'avoir une utilisation en avant-match au moment de l'entrée des joueurs de fumigène de façon encadrée, de répondre ainsi à une problématique souhaitée par les supporters. Donc oui, on est favorable à ce que vous évoquez, et oui, on travaille activement à ces questions. Et enfin, au-delà des sanctions disciplinaires que l'on peut prononcer via la commission de discipline, on est évidemment au soutien de tout ce qui peut se passer en matière de sanctions individuelles, puisque dès lors que les individus sont identifiés comme l'auteur du jet de bouteille ou l'auteur du salut nazi sur Nice-Marseille, nous nous constituons partie civile systématiquement pour que des poursuites individuelles soient effectuées à ce sujet. Effectivement, la PPL peut être l'occasion de porter, si vous le souhaitez, un certain nombre de propositions. La question de l'allongement des interdictions judiciaires de stade peut se poser, même si aujourd'hui on peut regretter, et ça fait partie des discussions qu'on a avec le ministère de la Justice, donc il n'est pas question ici de critiquer quiconque, mais force est de constater que la durée maximale de 5 ans est déjà rarement atteinte. On en a beaucoup parlé sur l'auteur du jet de bouteille sur Lyon, mais c'est un fait rarissime, et il est plus fréquent que des incidents de cette nature soient sanctionnés d'un simple rappel à la loi, ou de ce qu'on regrette évidemment. Pour essayer de répondre rapidement aux autres questions, où Vincent complète sur la situation sanitaire, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est quelque chose sur lequel on est très discret, mais sachez que le travail des clubs est exemplaire depuis le début de la crise sanitaire, de tous les clubs professionnels, pas que dans le football, mais aussi dans toutes les disciplines sportives professionnelles qui se sont organisées un peu toutes de la même manière, avec des commissions médicales composées d'experts, infectiologues, qui ont permis de suivre au plus près l'évolution de la pandémie. On s'est adapté systématiquement aux recommandations gouvernementales, pas plus tard que vendredi dernier, quand le port du masque a été rendu obligatoire dans les ERP, l'information a été communiquée immédiatement auprès des clubs. Les clubs sont parfaitement organisés, à la fois d'un point de vue opérationnel pour l'organisation des matchs et d'un point de vue médical sur le suivi de leurs effectifs. On a reçu avec Vincent la semaine dernière l'ensemble des médecins qui ont contribué à ces travaux-là, et qu'on doit ici remercier par rapport à tout le travail qui a été fait sur ces questions-là. Donc, je dirais par rapport à la question qui était posée, oui, on est prêt d'un point de vue opérationnel, non, on n'est pas prêt d'un point de vue économique. Évidemment, si les jauges venaient à être limitées, ça serait un désastre par rapport à une situation économique qui est déjà extrêmement tendue, on vous l'a rappelé. Donc, il faut bien dissocier la question opérationnelle. Le sport professionnel, vous le savez, est un milieu où le suivi médical est extrêmement important. Donc les clubs sont parfaitement staffés pour tester les joueurs, dont, je le rappelle, l'effectif est à 95% vacciné. Aujourd'hui, les staffs professionnels sont, eux, totalement vaccinés.
Il me reste la question du contrat de 5 ans. Dans les discussions qui sont menées, puisque ce que le sénateur Savin a rappelé, c'est la question de ça doit être pris par accord collectif. Il y a 2 éléments. Le fait qu'il y aura sans doute une limite au nombre de contrats par club, tout ça reste à définir. Et puis bien évidemment la question de la fiscalité sur les salaires des joueurs est un élément important.